Quand le groupe de héros est arrivé au 4e étage de la tour de Beria, le héros était complètement sous le choc. La princesse qu'il était censé sauver est maintenant l'un des 4 rois démons célestes. La princesse a alors lancé la plus puissante magie spirituelle, prête à le pulvériser. Le héros est complètement confus car ce sort ne peut pas être utilisé si elle est contrôlée. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que les orques pulls, les avalanches, les embuscades nocturnes, la tour cachée dans le bassin, les canons à mana au 1er étage et les 2e et 3e étages vides étaient orchestrés pour le détruire. Cela a rendu le héros complètement fou et il a décidé de tout détruire. C'est là que notre protagoniste apparaît, tel le méchant qu'il est, et attaque le héros sur le champ. Cependant, il bloque l'attaque. Le héros passe alors derrière l'elfe et draine sa vitalité en échange de mana. Cela fait rire notre protagoniste en voyant à quel point le héros est tombé bas. Il appelle Gordon, et le poignet de Hélène est tranché en un instant. Avant même que Hélène puisse comprendre ce qui s'est passé, Berge lève une énorme boule d'énergie démoniaque, prêt à le pulvériser, mais ce n'est pas là que tout a commencé. Berge de Géa, un roi démon qui a vécu sa vie selon les standards du roi démon, établi par le premier roi démon du pays, est assis sur son trône avec une épée lui transperçant le cœur. Suivant les standards, Beria avait construit une tour et kidnappé des princesses. Puis il a également capturé les héros venus les sauver, se délectant de leur colère et de leur tristesse tout en les manipulant. Bien qu'il soit devenu le plus puissant roi démon de l'histoire, il est assis dans une mare de son propre sang, se demandant comment l'un des modestes héros qu'il méprisait a pu l'humilier si facilement, tandis que les autres héros se moquent de lui. Il réalise alors son erreur. Les héros qu'il pensait intimider le méprisaient depuis le début, prouvant que les standards étaient faux. Le héros finit par le décapiter, mais Berge utilise ses dernières forces pour faire exploser toute la pièce, espérant une seconde chance pour peut-être réécrire les standards. Berge entend soudain quelqu'un l'appeler, et quand il ouvre les yeux, il se retrouve debout dans une salle remplie d'étudiants comme lui. Alors qu'il se demande ce qui a bien pu se passer, il entend à nouveau son nom. Il réalise alors qu'on l'appelle sur scène pour une récompense. Quand il arrive sur scène, on lui remet un insigne rouge, généralement donné aux étudiants diplômés de l'Académie militaire du roi démon. C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il se trouve à sa cérémonie de remise des diplômes, qui a eu lieu 15 ans plus tôt. Il a été réincarné. Peu de temps après, tous les étudiants diplômés sont invités sur scène. Et en tant que meilleur étudiant de sa promotion, Berge est choisi pour lire les standards du roi démon. Debout devant toute l'académie, Berge se souvient comment le royaume des démons tout entier a été humilié par les héros qu'il a capturés en suivant strictement les règles du royaume. À ce moment-là, il décide qu'il ne refera jamais la même erreur en jurant de respecter un tas de règles qui finiraient par causer sa perte. À la surprise générale, Berge déclare devant toute l'école qu'il ne se soumettra jamais à quelque chose d'aussi incroyablement stupide. Il continue ensuite à dénigrer les standards, les qualifiant de déchets. Tout le personnel et les étudiants restent là, incrédules, se demandant comment Berge, l'élève le plus sage, a pu commettre une telle trahison. Suite à son blasphème, Berge est traduit en justice devant tous les démons importants du pays. Pour un tel niveau de trahison, Berge aurait naturellement dû être exécuté sur le champ. Mais compte tenu de sa conduite exemplaire passée et de son talent exceptionnel, on lui donne une autre chance de se racheter. L'archiduc lui ordonne de retirer sa déclaration et de s'excuser auprès de tout le royaume des démons, sinon il sera banni à Arin. Arin est une dimension hors du royaume où les rois démons vont mourir par dizaines. Cela pourrait tout aussi bien être considéré comme une condamnation à mort. Pendant le procès, certains des autres démons de haut rang protestent que la gravité de son offense ne mérite même pas qu'on lui donne une seconde chance. Alors que l'archiduc attend des excuses sincères, Berge lui dit hardiment de l'envoyer à Arin, et que de là, il pourra prouver que les standards ne sont que des inepties. La salle entière explose, et de colère, l'archiduc prononce immédiatement la sentence. Berge est envoyé à Arin et est banni du pays. En guise de punition, tous les privilèges qui devraient normalement lui être accordés en tant que meilleur roi démon lui sont retirés, et il est envoyé dans ce pays sans escorte. Alors que Berge tombe lentement sur la terre des Arins, habitée par les humains, il se demande ce que ce sera de vivre parmi les gens qui l'ont tué dans sa vie antérieure. Il remarque qu'il avait été assez arrogant pour essayer de conquérir Arin, et c'est ce qui lui a coûté la vie la première fois. Grâce à ses ailes de démon, Berge atterrit en toute sécurité sur une montagne glacée. Cette fois, il est déterminé à ne pas laisser les erreurs de son passé le rattraper pendant qu'il conquiert ce pays pour de bon. Pendant ce temps, de retour dans le royaume des démons, il est de coutume que le meilleur diplômé de l'Académie des démons serve le meilleur démon de l'Académie militaire du roi démon. Gordon d'Irish, le meilleur diplômé de l'Académie des démons, avait considéré comme un honneur de servir Berge. Avant la cérémonie de remise des diplômes, lui et les autres meilleurs diplômés s'étaient réunis pour discuter de la chance qu'il avait d'être affecté à un démon aussi puissant que Berge. Il se trouve que Berge est de la lignée des rares dragons démoniaques, ce qui fait de lui un prodige unique qui restera dans l'histoire. Le voir critiquer les standards des démons a complètement anéanti leurs espoirs. Malgré le blasphème, Gordon décide quand même de servir Berge, même à Arin. Quand il arrive, Berge est surpris de le voir car on lui avait dit qu'il ne recevrait aucune aide. Alors qu'il essaie de l'accueillir, Gordon s'en prend à lui en lui demandant pourquoi il a choisi d'humilier tout le royaume de cette manière. Berge reste là, se demandant pourquoi Gordon, qui était apparemment si calme en le servant dans sa vie antérieure,
est en train de craquer complètement devant lui. Il envisage de lui parler de sa régression, mais réalise que cela le ferait passer pour un fou, alors il décide de garder ça pour lui. Après s'être calmé, Gordon s'excuse pour son comportement indiscipliné, déclarant qu'il remplira son devoir et servira Berge quoi qu'il arrive. Selon les standards du roi démon, la première règle est que chaque roi démon doit construire une tour. Cependant, la tour ne doit pas être construite dans un environnement excessivement hostile, afin qu'elle soit facile à trouver pour les héros. Étant donné qu'il se trouve actuellement dans une zone orageuse, Gordon suggère qu'il se déplace ailleurs car il serait difficile pour les humains de s'y rendre. Il ajoute que des monstres vivent dans la région, donc les humains ne voudront naturellement pas y aller. Mais Berge, qui a son propre plan, déclare que c'est exactement là qu'il construira sa tour. Cela dit, il plante une graine de tour dans le sol et la nourrit d'un peu de son sang pour la faire grandir. Gordon, en le regardant, lui demande comment il peut si facilement jeter sa fierté de roi démon, mais Berge répond simplement que les standards sont des inepties, surtout à Arin. La graine prend soudain conscience alors qu'elle évalue lentement le niveau de puissance de son utilisateur. Après avoir identifié Berge comme un démon rare et puissant, elle s'élève dans le ciel, construisant une tour gigantesque. Pendant qu'elle construit la tour, Berge réalise que la raison pour laquelle les démons n'arrêtaient pas de mourir à Arin devait être que les humains avaient découvert les mécanismes de création de leur tour après en avoir détruit tant. Ils ont probablement ensuite utilisé la connaissance des standards contre eux. Lorsque la tour est terminée, ils entrent tous les deux et se dirigent vers la salle du trône. En chemin, Gordon se demande pourquoi la tour est vide, car une tour normale devrait naturellement grouiller de démons gardiens et de monstres. Il se souvient alors que les privilèges de Berge ont été supprimés, et qu'il ne recevra donc aucune aide du royaume des démons. Ils arrivent à la salle du trône au 5e étage et alors que Berge s'avance vers son trône, Gordon l'arrête pour lui rappeler la deuxième règle des standards. La règle stipule que le roi démon doit enlever un prince ou une princesse, de préférence quelqu'un de proche du trône, car il rapporte plus d'énergie démoniaque. Gordon parle à Berge du royaume le plus proche des montagnes, s'attendant à ce qu'il enlève la princesse ayant le plus haut rang de succession afin qu'il puisse absorber la rage de leur royaume et l'utiliser pour grandir rapidement. À sa surprise, Berge accepte de suivre la règle, mais déclare qu'il a déjà une princesse en tête à enlever. Bien que Gordon insiste pour l'aider, Berge le fait rester en arrière pour garder la tour. Il part alors enlever la princesse la moins en vue du royaume le plus éloigné de la tour, la 13e princesse du royaume de Hilduran. Quand Berge arrive au royaume et trouve la princesse, il lui fait part de son intention de l'enlever. À sa surprise, la princesse lui demande simplement s'il est sûr de pouvoir s'occuper d'elle. Déstabilisé, Berge répond hardiment qu'il est un roi démon, et qu'il peut donc certainement s'occuper d'elle. La princesse se soumet alors facilement, lui demandant de l'emmener. À ce stade, Berge est encore plus surpris. Il lui demande si elle complote quelque chose en secret, et elle répond qu'elle a toujours pensé qu'un sort similaire l'attendait depuis sa naissance. Il l'avertit qu'il ne baissera pas sa garde, mais elle lui demande de se détendre, déclarant qu'il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu prévoir sa venue ce jour précis. Berge accepte alors et les mène avec lui. Quand il revient à sa tour, il la confie à Gordon qui est toujours passablement furieux de son choix. Il demande à Gordon de l'emmener au 4e étage, et Gordon est très surpris car il s'attendait à ce qu'elle soit enfermée en prison. Berge lui dit alors que la princesse n'a montré aucune résistance, alors il aimerait lui montrer un peu de clémence également. Le 4e étage s'avère être froid et vide. Lorsque la princesse y est emmenée, la prise de conscience de son enlèvement la frappe enfin alors qu'elle réalise qu'elle ne pourra peut-être plus connaître sa vie de luxe. Pourtant, pour une raison quelconque, elle trouve le sol sombre et froid réconfortant. Le lendemain, Berge reçoit une invitation de la Tour des Bêtes, qui a été établie à Arin bien avant son arrivée. Gordon lui dit que c'est probablement une invitation pour l'accueillir en tant que nouveau roi démon, mais Berge répond que c'est très probablement juste une pathétique tentative de le bizuter et de le malmener. Les rois démons sont fondamentalement trop fiers pour s'associer à qui que ce soit d'autre. Cependant, à Arin, un facteur sans précédent, les rois démons sont forcés d'aller contre leur fierté et de travailler ensemble. Berge les avait ignorés dans sa vie passée, pensant qu'il était faible d'esprit. Mais maintenant qu'il est parmi eux, il décide que cela ne ferait pas de mal d'avoir quelques légers échanges avec eux. Plus tard, lorsqu'il arrive à la Tour des Bêtes, il rencontre un démon ressemblant à un loup qui se présente comme Draxon, le roi démon des bêtes. Draxon prétend régner sur les environs depuis 70 ans, demandant si Berge est le nouveau roi démon tout en essayant de l'intimider. Il soulève toute la question de la moquerie de Berge, mais Berge lui rétorque en lui demandant s'il est là pour se moquer de lui. Sans se laisser faire, Berge lui demande d'une manière très indisciplinée d'aller droit au but. Draxon lui dit alors que l'archiduc lui a ordonné de le surveiller en permanence. En entendant cela, Berge insulte intentionnellement l'archiduc, le traitant de vieux vampire bruyant. Draxon devient furieux quand il l'entend s'adresser à l'archiduc de cette manière. Il laisse tomber un énorme morceau de viande qu'il mangeait et demande à Berge de le lécher, sinon son impudence ne sera pas pardonnée. Berge lui demande simplement s'il ne sait vraiment pas pourquoi il est à Arin. Draxon répond qu'il a été banni pour s'être moqué des standards des rois démons. Berge marche alors sur la viande que Draxon avait laissé tomber, fissurant le sol au passage. Il souligne qu'il est également interdit aux rois démons de s'entretuer selon cette même orthodoxie, mais regarde Draxon droit dans les yeux, lui demandant s'il a l'air du genre à suivre de telles règles. À ce moment,
Draxon sent des frissons parcourir son échine, car il n'a jamais rencontré de démon avec une telle aura. Transpirant à grosses gouttes, il lui dit précipitamment que l'archiduc lui a demandé de confirmer s'il avait bien enlevé une princesse comme prévu. Il déclare que si Berge ne fait pas son rapport dans un mois, il perdra son autorité. Mais Berge l'interrompt, lui disant que c'est réglé car il a déjà enlevé une princesse à son goût. Il prend ensuite congé immédiatement avec Gordon. De retour à sa tour, Gordon remarque que Berge a enfin montré la majesté d'un roi démon, et Berge répond que c'était simplement quelque chose qu'il devait faire pour tenir le roi des bêtes à distance pour le moment, même s'il dit à Gordon de se préparer au pire à tout moment. Peu après, il demande à Gordon d'aller vérifier l'état de la princesse tout en déclarant qu'ils doivent trouver un moyen de la mettre à profit. Quand Gordon part, Berge pense au problème que cela pourrait leur causer, à lui et à Hernan, car il y a une chance que les autres rois démons lui en veuillent également. Il réalise alors que les conséquences de s'être moqué des standards pourraient en fait le dépasser. Plongé dans ses pensées, il se dit que même si on lui donnait une autre chance, il prendrait la même décision, car il préférerait mourir plutôt que de commettre la même erreur de s'incliner devant des ordures. Berge décide alors de vérifier son solde de points pour la récompense obtenue pour l'enlèvement d'une princesse. Comme il a enlevé l'une des princesses de rang inférieur, il s'attend à ce que sa récompense ne soit que de quelques centaines de points d'énergie démoniaque. Quand il vérifie son solde, il est choqué de découvrir qu'on lui a accordé 13 000 points. Alors qu'il se demande pourquoi il a obtenu autant de points, il reçoit un enregistrement vidéo de Draxon le félicitant pour son exploit. Draxon déclare qu'il est vraiment impressionné, car ce que Berge a accompli n'est en aucun cas un mince exploit. Se demandant toujours ce qui se passe, Gordon revient en appelant Berge au sujet d'un problème au 4e étage. Quand Berge y arrive, il est choqué de voir que ce qui était une pièce vide est maintenant devenu un écosystème florissant de vie. Il trouve cela étrange car, à sa connaissance, une seule spiritualiste sur le continent est capable d'une telle chose, et ce n'est certainement pas la 13e princesse. C'est là qu'il comprend que la princesse qu'il a enlevée n'est pas la 13e princesse. Quand il lui pose la question, la princesse se contente de lui sourire et se présente comme Hernan Hildran, la première princesse du royaume de Hildran. Pendant ce temps, dans le royaume de Hildran, le roi reçoit des rapports sur l'enlèvement soudain de sa première et plus précieuse fille. Le roi entre alors immédiatement dans une rage folle et convoque les plus puissants héros de tout le royaume pour tuer le roi démon responsable et ramener sa fille. Hernan sourit à Berge en lui rappelant qu'elle lui avait demandé plus tôt s'il pouvait s'occuper d'elle. Réalisant qu'elle est la mage élémentaire de génie pleine de mana, il lui demande comment elle a pu le tromper à ce moment-là. Hernan lui montre alors une bague qui, selon elle, est responsable de la dissimulation de son mana, et la qualifie d'héritage familial. Après l'avoir trompée avec succès, elle lui demande s'il veut la renvoyer, mais Berge évalue ses options. Il y réfléchit et note que non seulement on se moquera de lui et on le traitera de lâche, mais il lui sera aussi plus difficile de collecter de l'énergie démoniaque. Donc, pour ces raisons, il doit aller jusqu'au bout. Soudain, il reçoit une notification l'informant qu'il a été pris pour cible et que leur rage a été dirigée contre lui. Cela augmente ses points d'énergie démoniaque. Berge dit alors à Hernan que rien ne change, peu importe qui elle est, et qu'elle est toujours son otage. Pendant ce temps, à Hildran, le roi hurle à ses hommes de tuer le roi démon et de ramener sa fille. Ils essaient de le calmer car ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Ils lui disent aussi d'attendre que leur patrouille revienne avec des informations, mais le souverain enragé leur hurle de se dépêcher et de trouver une solution. Alors qu'il leur crie dessus, disant qu'ils ne font rien, son conseiller royal lui dit que quelque chose cloche. Il dit au roi que le roi démon de la luxure a récemment enlevé le prince d'une autre nation, ce qui a provoqué la colère de beaucoup, menant à sa chute par les héros. Malgré une telle situation, un autre roi démon apparaît de nulle part pour enlever Hernan. Tout le monde comprend ce que cela signifie, et le roi dit que le roi démon doit être nouveau. Quelques secondes plus tard, un garde rapporte qu'ils ont trouvé des traces de magie de téléportation se dirigeant vers le nord, et que la destination présumée est les montagnes des Urgest. Choqué, le roi réalise à quel point c'est loin de leur royaume. De retour au château de Berge, Gordon l'informe que l'armée de Hildran arrivera bientôt, et il demande à Berge s'ils ne seront pas trop difficiles à gérer pour lui. À sa grande surprise, Berge sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter car le royaume de Hildran ne pourra pas se présenter. Il explique que sa tour se trouve à l'extrême limite du continent nord, qui est le plus éloigné du royaume de Hildran. À cause de cela, toutes les nations situées entre eux ne peuvent pas laisser l'armée de Hildran passer. N'ayant pas le choix, ils seront forcés d'employer une guilde de héros. Comme Berge l'avait prédit, le roi de Hildran contacte la guilde des héros pour obtenir de l'aide. Plus tard à la guilde, de nombreux héros apprennent que la princesse Hernan a été enlevée. Mais après avoir vu que la destination est Urgest, ils refusent car l'endroit est connu pour être rempli de monstres infernaux. Certains s'en fichent complètement, et ça ne les dérange pas si le roi de Hildran souffre. Berge explique sa stratégie parfaite à Gordon en lui faisant savoir que la guilde des héros ne bougera pas car ils se soucient de l'argent et ne voudront pas risquer leur vie en allant dans un endroit dangereux. Il fait savoir que c'est la raison pour laquelle il a construit la tour à Urgest. Gordon est surpris par les connaissances de Berge, et il se demande même si Berge est déjà allé à Arin. Quelque temps plus tard, le roi se met en colère en découvrant qu'aucun héros ne veut accepter la mission de secourir sa fille. Pendant ce temps, Berge fait des plans, sachant qu'il faudra un certain temps au roi pour former une guilde adéquate pour le poursuivre.
Il consulte sa fenêtre de statut et constate qu'il n'a pas assez d'énergie démoniaque pour affronter toute une armée de héros. Il se souvient de la peur en se remémorant les héros du passé qui l'ont tué. Il dit donc à Gordon de contacter Draxon, et qu'il va vendre de l'énergie démoniaque en échange d'argent. L'assistant met du temps à comprendre ce qu'il vient d'entendre, mais quand il réalise, il crie de surprise et se demande si Berge est devenu fou. C'est parce que l'énergie démoniaque est la monnaie des rêves, qui permet aux démons de transcender leurs limites. En bref, plus il y a d'énergie démoniaque, plus les démons sont intimidants et puissants, il semble donc ridicule que Berge veuille vendre la sienne. Berge confirme une fois de plus et lui fait savoir qu'il ne pourra pas arrêter les héros avec la quantité d'énergie démoniaque qu'il a, mais avec de l'argent humain, il peut essayer. Après avoir contacté Draxon et vendu quelques points d'énergie démoniaque, Berge se rend à Holton Walk, un endroit près de la cité forteresse des montagnes des Urgestes. Alors qu'il se précipite vers la porte de la ville, les gardes tentent de l'arrêter, mais Berge ne s'arrête pas de courir. Au lieu de cela, il se présente comme un mercenaire et leur lance une pièce d'or. Ils le laissent entrer et commencent à se disputer sur la façon de la partager. Berge, qui est nouveau dans la ville, réalise qu'il aura besoin d'un guide, alors il se dirige vers le quartier général d'une guilde de mercenaires. Là, le maître de guilde boit et raconte à quel point la rumeur d'un nouveau roi démon est fausse. Les autres hommes de la guilde lui parlent d'Hernan, qui a été enlevé par le nouveau roi démon, mais l'ivrogne rejette l'idée. Il pense que c'est trop illogique en raison de la distance qui sépare Urgest et Hildran. Les hommes disent aussi que toute cette histoire est une façade pour soutirer plus d'argent. Il rit avec les autres au sujet des héros qui feraient n'importe quoi pour gagner plus d'argent. Par derrière, Berge l'effraie après avoir appris quelques petites choses. Voyant qu'ils sont assez bien informés, il ordonne à l'un d'eux de rester pendant que les autres doivent déguerpir. Ils sont offensés et chargent pour l'abattre sur le champ, mais Berge les met KO aussi facilement qu'ils gisent étalés sur le sol. Un type énorme l'attaque même avec un maillet, mais Berge arrête le coup avec son bras avant de repousser l'homme. Pendant que des archers se préparent à l'abattre, le bavard ivre de tout à leur grince des dents de peur en réalisant à quel point Berge est terrifiant. Pendant ce temps, à l'extérieur de la guilde, les passants entendent l'agitation, et cela ne les surprend pas car ce n'est pas inhabituel. Au bout d'un moment, tout se calme, alors Berge s'adresse à la seule personne consciente dans la pièce, lui disant qu'il l'épargnera s'il répond à sa question. L'homme cède et supplie pour sa vie. Berge demande alors l'emplacement du marché aux esclaves, et l'homme est Y emmène. Berge voit qu'il n'y a que des humains, alors il demande s'il y a d'autres races. Ce faisant, il tend à l'homme une grosse bourse remplie de pièces d'or. Le bavard lui montre instantanément le chemin en souriant jusqu'aux oreilles. Là, Berge apprend que les humains et les démons ont une chose en commun, ils peuvent tout faire pour leur désir. Alors que l'homme emmène Berge dans une pièce séparée, Berge se souvient avoir parlé à Gordon de son plan pour acquérir un esclave elfe, de préférence pour agir comme espion et semer le chaos parmi les héros. Pendant ce temps, Hélène et Karji de Hildran rencontrent le roi et promettent de sauver la princesse et de ramener la tête du roi démon au nom de la justice. Au marché aux esclaves, Berge pense qu'utiliser un elfe pour son opération sera une très bonne chose car les elfes sont très innocents. Le maître des esclaves arrive et demande à Berge qui il achète. Berge lui dit qu'il prendra l'elfe, puis il dit au maître des esclaves que c'est le capitaine de la guilde qui paiera. L'homme est choqué, mais il maîtrise ses émotions après que Berge l'interroge. Le capitaine accepte et donne de l'argent au maître d'esclaves. Berge leur demande alors de l'excuser pendant qu'il parle personnellement à l'elfe. Le maître d'esclaves le prévient, disant que l'elfe pourrait devenir fou furieux, mais Berge lui dit de ne pas s'inquiéter car le maître de guilde paiera pour tout dommage causé. Resté seul, Berge entre dans la cage et libère magiquement les chaînes qui entravent l'elfe. Après avoir senti son énergie, l'elfe conclut que Berge n'est pas un humain, mais un démon. Il demande à Berge ce qu'il lui veut. Berge lui dit qu'il veut lui donner une chance de se venger des humains. L'elfe admet que l'offre est tentante, mais il ajoute qu'il ne peut pas faire confiance aux démons autant qu'aux humains. Berge lui dit qu'il est différent, et il jure de le libérer dans les 50 prochaines années s'il obéit à ses ordres. Il rappelle à l'elfe à quel point 50 ans, c'est court par rapport à leur durée de vie. Néanmoins, l'elfe rappelle à Berge que l'objectif des démons a toujours été de détruire l'arbre-monde ainsi que le monde que les elfes servent et protègent, il a donc du mal à lui faire confiance. Il y réfléchit alors et trouve étrange qu'un démon demande l'aide d'un elfe. Après l'avoir écouté, Berge jure sur les standards du roi démon de tenir sa promesse et de ne pas nuire à l'arbre-monde. L'elfe voit à quel point il est sérieux, car il sait l'importance des standards du roi démon. Sur ce, Berge libère les chaînes de ses membres et exige que l'elfe jure sur l'arbre-monde de lui prêter allégeance pour les 50 prochaines années. L'elfe remarque à quel point Berge est étrange. Il se présente comme Granada de la tribu de l'érable et dit qu'il ne prêtera serment qu'une fois qu'il aura vu le roi démon qui a envoyé Berge. Berge se présente nonchalamment comme le roi démon, et Granada éclate de rire. Il dit que c'est une mauvaise blague, car un roi démon ne quitterait jamais sa tour, là où il est le plus fort, juste pour parler directement à un esclave. Tout en riant aux éclats, Granada dit qu'il prêtera allégeance à Berge pendant 100 ans si Berge est vraiment le roi démon. Berge accepte son offre, et quand ils arrivent au 5e étage de la tour, Berge s'assoit sur son trône et lui rappelle le contrat de 100 ans. Granada lui crie dessus avec colère, croyant que c'est une arnaque car le château du seigneur démon n'est pas censé être vide. Il se plaint de la tour, disant qu'à ce rythme, Berge ne tiendra pas un an, et le groupe de héros le mettra en pièces. Granada refuse alors de travailler avec lui.
Berge libère son immense aura tout en lui rappelant leur contrat, et Granada change immédiatement Davis. L'aura formidable était une preuve en soi, et elle a fait réaliser à Granada que Berge était bien ce qu'il prétendait. De plus, un peu plus tôt, sur le chemin de la tour, Granada se souvient que tous les démons gigantesques qui rôdaient dans les montagnes ne les ont pas attaqués. Cela a donc confirmé sa théorie selon laquelle Berge était le roi démon. Granada s'incline alors et fait ce qu'il a promis de faire pendant 100 ans. Après son serment, il attend une mission importante de la part de Berge, mais le roi démon le choque en lui demandant de préparer un repas. Peu après, Granada prépare à manger dans la cuisine et se demande si c'est la raison pour laquelle Berge est venu jusqu'en ville. Il voit alors une femme étrange avec des élémentaires flottants qui lui proposent son aide. Après avoir terminé les préparatifs, ils se réunissent dans la salle à manger pour se régaler de leur repas. Là, Granada apprend que la personne qui l'a aidé à préparer le déjeuner était la première princesse de Hildran. Il perd immédiatement la tête en hurlant sur Berge pour avoir fait quelque chose d'aussi risqué alors qu'il n'a aucune défense contre les héros. Gordon hoche même la tête pour le soutenir, mais Berge dit à Granada que c'est la raison pour laquelle il l'a acheté. Il calme l'elfe et lui dit de manger. Le roi démon goûte son plat et le complimente. Hernan ajoute qu'elle a aidé, et l'elfe ne sait plus ce qui est bien ou mal dans cette tour. Quelque temps plus tard, Berge emmène Granada au 4e étage. Là, l'elfe lui demande s'il veut qu'il combatte les héros. Berge lui dit que non et déclare que si les héros se sont approchés de la tour, alors ce sera fini pour lui. Il dit à Granada que ce qu'il fera, c'est perturber le monde des humains. Berge confirme, mais avant cela, il dit à l'elfe qu'il doit vérifier ses compétences. Granada remet logiquement en question sa santé mentale, sachant très bien qu'il ne peut pas battre un roi démon dans sa tour. Pour cette raison, Berge handicape leur séance d'entraînement en proposant de n'utiliser qu'une seule main et aucune énergie démoniaque. Il propose alors un pari, si Granada gagne, il réduira la durée de son contrat de 50 ans. L'elfe s'enflamme et promet de se donner à fond. Il passe instantanément à l'offensive, repoussant Berge avec ses coups vifs. Berge part et esquive ses attaques tout en notant que les mouvements de Granada sont encore bons bien qu'il ait été esclave pendant longtemps. Il demande ensuite si Granada a absorbé le mana environnant pour améliorer ses capacités physiques. Il dit que c'est un style qui convient bien à un elfe. Granada lui dit alors qu'aucun elfe ordinaire ne peut réaliser son prochain coup. Il fait un saut de main et renforce son bras avec des rochers. Il lie ensuite les pieds de Berge avec des lianes et se jette sur lui en criant qu'il est à découvert. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas comme prévu car Berge lui rappelle qu'il affronte le roi démon. Il promet de ne pas utiliser d'énergie démoniaque et de faire de son mieux pour contrôler sa force afin de ne pas tuer Granada. Granada se fait douloureusement rosser malgré le handicap. Plus tard, Berge rend visite aux mercenaires du Faucon Rouge, et le capitaine de la guilde lui lèche les bottes. Les autres mercenaires blessés regardent, découragés, leur chef agir envers la personne qui les a mis dans cet état pitoyable. Soudain, Berge leur lance un sac de pièces d'or, disant que c'est le raconte, et l'humeur des hommes change du tout au tout. Ils se joignent à leur chef pour le flatter, ce qui amène ce dernier à se demander s'il devrait trouver une nouvelle équipe. Après cela, Berge leur annonce qu'il va ajouter un nouveau membre à leur équipe. Le capitaine accepte immédiatement, mais les hommes essaient de l'en empêcher. Mais dès qu'ils voient Granada, qui semble être dans un état plus pitoyable qu'eux, ils pleurent pour lui et l'acceptent comme leur camarade. Berge se contente de les observer en notant que même s'ils ont l'air médiocres, ils sont très compétents. Berge fait le calcul et sait que Hélène, le héros de Hildran qui a vaincu le roi démon de la luxure, sera en route, alors Berge ordonne aux mercenaires du Faucon Rouge d'enquêter sur Hélène. De retour à la tour, Berge note qu'il est temps de devenir plus fort. Normalement, les points d'énergie démoniaque peuvent être utilisés pour améliorer la tour ou le roi démon lui-même. Mais comme Berge a vendu tous ses points, la seule façon pour lui de devenir plus fort est d'utiliser la fleur spirituelle. C'est un cristal de mana qui pousse après avoir absorbé le mana de la nature, et une fois consommé, il confère un immense gain de force. En temps normal, la nature a été altérée par les humains, mais les montagnes des Urgistes sont un lieu rempli de monstres puissants, donc les fleurs spirituelles des environs ont dû passer de longues années à absorber naturellement le mana de la nature. En conséquence, l'énergie des fleurs est devenue très raffinée. Berge se met alors en quête de fleurs spirituelles, mais Gordon l'arrête et lui rappelle que c'est risqué et difficile à trouver car les monstres l'attaqueront à la moindre occasion. Berge lui dit qu'il peut facilement s'occuper des monstres, mais il note que trouver les fleurs spirituelles sera difficile à moins d'avoir un détecteur de mana. Par coïncidence, ils entendent frapper à la porte et voient Hernan leur demander s'ils sont occupés. Une idée surgit immédiatement dans l'esprit de Berge, alors il les mène hors de la tour avec lui. Quand ils quittent les lieux, elle jubile, disant qu'elle s'est ennuyée dernièrement. Elle dit alors à Berge de tenir sa promesse de la laisser décorer le 4e étage comme elle le souhaite si elle réussit à trouver ce qu'il cherche. Il accepte tout en se demandant ce qu'elle veut dire par là, puisqu'elle a déjà décoré l'endroit. Pendant qu'elle remercie sa bonne étoile d'avoir frappé à leur porte, Berge passe ses bras autour d'elle et s'envole haut dans les airs. Au début, Hernan crie à plein poumon, mais après plusieurs secondes, elle ouvre les yeux et voit l'immensité du monde. Elle est impressionnée car elle n'a jamais pu le voir, étant toujours enfermée dans son royaume à s'entraîner et à étudier. Elle a toujours pensé que c'est ce qu'elle ferait jusqu'à sa mort, mais la voilà en train de contempler les montagnes. Joyeusement, elle demande à Berge s'il sait qu'elle est la seule humaine à survoler les montagnes des Urgistes. Berge s'en fiche complètement, et il l'appelle princesse,
mais elle lui dit de l'appeler par son nom. Berge s'arrête un instant, puis il la soulève par les mains et lui rappelle qu'elle est une otage, donc elle ne devrait pas s'emballer. Après l'avoir menacé de l'enfermer dans une prison souterraine, Hernan obtempère et envoie ses esprits à la recherche des fleurs spirituelles. Berge pense que les apparitions mettront un certain temps à trouver les fleurs spirituelles en raison de l'immensité des montagnes, mais il est reconnaissant car elles seront beaucoup plus rapides que lui et Gordon. À sa surprise, les esprits reviennent plus vite que prévu, et Hernan lui dit qu'ils l'ont trouvé. Quand ils arrivent sur place, ils voient que la fleur spirituelle est gardée par des orques purs. Berge essaie d'agir décemment en leur ordonnant de lui obéir et de lui remettre la fleur, mais les monstres refusent, sachant très bien qu'il est le roi démon. Berge se rend compte que la logique ne fonctionne pas avec ces créatures simiesques, alors il décide de les combattre. Il les réduit en cendres avec ses flammes sombres, et Hernan est surprise de voir à quel point il est puissant. À la tombée de la nuit, Berge a réussi à vaincre les orques. Une fois débarrassé d'eux, Hernan observe attentivement la fleur spirituelle, notant qu'elle est si pure en mana. Berge la gronde de ne pas la convoiter, et il s'empare de la plante. Il lui dit alors qu'elle pourra en avoir une si elle en trouve d'autres. Malheureusement, il n'en trouve pas d'autres, alors Berge la ramène à la tour. À la tour, Berge observe la fleur spirituelle et note que Hernan est plus capable qu'il ne s'y attendait. Soudain, Gordon l'informe qu'il a reçu un message de Granada. Il a l'air sombre en informant Berge que Granada a dit que Hélène a fait équipe avec 32 autres héros et qu'ils sont partis de la capitale des îles d'Aran. Il dit qu'ils ne se dirigent pas directement vers Ergast, mais qu'ils forment un groupe et accomplissent les quêtes des villageois. De cette façon, ils deviendront plus forts sur leur chemin vers Ergast. Il montre à Berge les plans qu'il a préparés pour le voyage du héros, mais Berge le choque en rejetant les plans. Il dit à Gordon qu'ils n'enverront pas de monstres ni d'interruptions sur le chemin du héros car des interruptions mal préparées ne font que renforcer le héros. Il ordonne ensuite à Gordon de dire à Granada de faire en sorte que les mercenaires accompagnent le voyage du héros et gagnent leur confiance en les aidant. Gordon lui dit qu'il ne suit pas encore une fois les standards. Inquiet, il rappelle à Berge qu'ils ne peuvent pas arrêter les héros avec leur tour actuel, mais Berge lui dit de ne pas s'en faire. Il dit qu'il renforcera la tour avec un nain. À ce moment-là, Gordon perd son sang-froid car pour lui, Berge ne fait que choisir des races au lieu de penser à des moyens de les aider à combattre les forces du héros. Il crie sur Berge, disant qu'ils seront la risée de tous s'ils voient un nain dans leur tour. Berge le regarde sérieusement en maniant sa magie noire, ce qui force Gordon à se taire. Berge se corrige alors, disant qu'il a besoin d'un nain pour leurs outils magiques. Il rappelle à Gordon que les héros sont habitués à être accueillis au premier étage par des monstres faibles, mais qu'il rendra son propre cas différent. Il laisse ensuite entrevoir à Gordon à quel point les héros seront choqués lorsqu'ils seront accueillis par des dizaines de canons au premier étage. Gordon y réfléchit une seconde, mais dit ensuite que c'est loin des standards. Il regarde de nouveau le trône et voit que Berge s'est envolé, alors il panique, croyant que le roi démon se dirige probablement pour enlever quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, à Wulfnir, la cité souterraine des nains, le meilleur forgeron nain, Loge Friedrich, est la prochaine cible de Berge. En arrivant à Wulfnir, Berge observe les lieux tout en notant que c'est la première fois qu'il visite Wulfnir bien qu'il ait combattu de nombreux nains dans sa vie passée. Bien déguisé en humain, il se rend à l'auberge la plus proche et offre quelques pièces à l'aubergiste avant de demander le meilleur endroit pour se faire fabriquer les meilleures armes. Le nain s'empare immédiatement des pièces et félicite Berge de savoir à quel point leur espèce est avide. Il indique ensuite à Berge de se diriger vers l'étage le plus bas, au fond du trou au centre de la ville, et il y trouvera Loge, le meilleur forgeron de la cité. Berge fait ce qu'on lui a dit, et il trouve Loge en train de fabriquer magnifiquement une arme, étonné non seulement par son art, mais aussi par la façon dont Loge manipule le mana en travaillant. Après la brève observation, Berge s'approche furtivement de Loge pour l'enlever, mais à sa grande surprise, des flammes jaillissent de l'arme du nain, alors Berge recule instinctivement, se demandant comment Loge a pu détecter la faible quantité d'énergie démoniaque. Pendant ce temps, Loge bondit dans les airs avec son marteau pour frapper Berge, et grâce au mouvement du nain, Berge réalise que Loge est un héros, alors ils s'affrontent. Et alors que Loge confirme son statut de héros, il traite Berge de démon et jure de ne pas le laisser quitter la ville. À la plus grande surprise de Loge, Berge le traite de mauviette avant de saisir le nain par le cou et d'annoncer qu'il est un roi démon. Quelques secondes plus tard, les forces de sécurité font irruption dans l'atelier de Loge après avoir entendu du bruit, mais elles ne trouvent aucune trace de leur héros. Et une fois qu'ils réalisent qu'il a été enlevé, ils ordonnent aux autres gardes de boucler les lieux et de chercher Loge et son ravisseur. À ce moment-là, Berge, qui s'est envolé sur le toit du bâtiment, observe la zone et menace Loge de se taire, sinon le nain en paiera le prix. Curieux, Loge se demande pourquoi un roi démon se montrerait à Wulfnir, et il conclut même que Berge est venu pour leur princesse bien que Berge ait insisté sur le fait qu'il ne s'intéressait pas à elle. Se basant sur les rumeurs que Berge a entendues sur les forgerons nains creusant un passage souterrain, il ordonne à Loge de le guider à travers le sien, et le forgeron légendaire maudit à voix basse d'être si malchanceux de tomber sur Berge, surtout qu'il a trop peur de combattre le roi démon. Voyant que Loge n'est pas prêt à bouger, Berge fait un autre pari selon lequel il capturerait la princesse naine pour épargner Loge. Mais Loge sait que ce serait un suicide pour sa carrière s'il était épargné à la place de la princesse, alors il maudit Berge car si Loge sauvait sa propre peau plutôt que celle de la princesse, sa race le torturerait à mort pour sa lâcheté.
Berge rassure alors Loguet en jurant sur les standards du roi démon qu'il garantira la sécurité du nain si Loguet l'aide. Après avoir entendu le serment de Berge envers les standards, Loguet choisit de l'aider puisque les standards du roi démon sont la foi que tous les rois démons vénèrent. Pendant ce temps, la princesse Louise se présente à l'atelier de Loguet, s'attendant à ce que son arme soit prête. Mais une fois qu'elle apprend qu'il a été kidnappé, elle hurle aux gardes de chercher le ravisseur de Loguet, sinon ils perdront leur tête. Pendant ce temps, alors que Loguet guide Berge à travers un passage souterrain, Berge devient mal à l'aise en voyant les nains derrière, il menace Loguet, et le nain se dépêche de sortir du trou. Là, Loguet reprend son souffle et dit à Berge que son rôle est terminé, mais le roi démon le choque en lui souriant d'un air menaçant avant de révéler qu'il ne respecte pas les standards du roi démon. Après que Loguet réalise qu'il a été trompé, il regrette de ne pas avoir vendu la princesse plus tôt. Mais comme le pire est arrivé, il décide de supplier pour sa vie en proposant de travailler pour Berge. Berge rappelle à Loguet son statut de héros, mais le nain s'en fiche éperdument. Il veut juste trouver un moyen de survivre. Après avoir vu la détermination de Loguet, Berge lui ordonne de lui jurer allégeance s'il veut être épargné. Immédiatement, Loguet vénère le grand démon, espérant s'échapper des griffes de Berge à la première occasion et envoyer une armée à sa poursuite. Malheureusement pour Loguet, la fois suivante où il ouvre les yeux, il se retrouve dans la 4e tour du château de Berge. Quand Gordon voit Loguet, il devient presque fou en essayant d'expliquer à Berge les conséquences de ses actions car non seulement il a ramené quelqu'un de la race naine, une tribu qui déteste les démons, mais en plus un héros. Alors que Berge fait taire Gordon, Granada les contacte pour faire un rapport, mais il est choqué quand il voit un nain dans le château. Donc, pour éviter une autre dispute, il dit à Granada de faire son rapport plus tard. Hernan, de son côté, s'approche de Loguet en se demandant s'il est venu la secourir. Mais toujours hébété, Loguet fait face à Berge et lui demande pourquoi il est dans le château, car il s'attendait à ce que la pitié de Berge signifie le laisser partir. Berge clarifie alors la situation en disant qu'il voulait dire que Loguet aurait la vie sauve. Et une fois cela réglé, Loguet demande comment il est arrivé au château. Alors Berge explique qu'il était naturel pour lui d'assommer Loguet avant de le transporter. À ce moment, la santé mentale de Loguet cède, et il se met à rire cyniquement. Après avoir réalisé qu'il n'y a aucun espoir pour lui, il répond à Berge qu'il est heureux d'être à son service. Cela rend le souverain tyrannique très heureux, alors il donne à Loguet sa première mission, qui est d'installer un grand nombre de canons au premier étage nécessaires pour détruire les héros. Plus tard cette nuit-là, Granada, qui se trouve à la station de préparation du voyage des héros d'Ergu, informe Berge via une fenêtre de statue que l'escadron de héros croit que le roi démon actuel peut produire des flammes noires, donc ils utilisent des équipements résistants au feu. De plus, comme Berge ne leur a envoyé aucun monstre, l'escadron pense qu'il est un lâche qui a peur de les affronter. Une fois que Berge apprend cela, il note que son plan se déroule comme prévu, et il prévoit de ne pas leur envoyer de monstres pour qu'ils perdent tout intérêt et ne progressent pas. Sur ce, il dit à Granada de le tenir au courant et de continuer à les surveiller. Après l'appel, Granada note que Berge s'y connaît très bien en matière d'humains, et il se demande s'il y a déjà eu un roi démon comme Berge. Alors qu'il rejoint l'escadron, Granada remercie sa bonne étoile de ne pas être l'ennemi de Berge. Au même moment au château, Berge ordonne à Loguet de remodeler le premier étage comme il le souhaite, mais il doit s'assurer de ne pas utiliser de monolithes pour construire les pièges. Loguet est immédiatement en désaccord avec lui, disant que de tels pièges ne fonctionneront pas sur les héros, mais Berge insiste car les héros sont dotés de capacités sensorielles d'énergie exceptionnelles, et il découvrirait un tel piège en un rien de temps avant qu'il ne s'active. Loguet essaie toujours de contester, mais Berge, qui perd patience, active ses flammes noires et menace de faire remplacer Loguet. Effrayé, le nain balbutie en informant Berge qu'il y a un moyen, et qu'il a inventé un outil magique pour dissimuler les traces de mana. Les inconvénients sont que sa fabrication prend 3 ans, et que le plus récent qu'il a fabriqué se trouve actuellement dans son atelier. Au début, Berge croit que le lâche veut simplement trouver un moyen de s'enfuir, alors il menace Loguet. Mais voyant que le nain n'a pas changé de position, Berge décide de lui faire un peu confiance. Alors il place un collier autour du cou de Loguet et le qualifie d'outil magique qui peut exploser d'un claquement de doigts. Voyant à quel point Loguet est terrifié, Berge informe Loguet que l'outil est destiné à changer son visage pour empêcher les gens de connaître son identité. Et s'il l'enlève, Berge considérera cela comme une évasion. Sur le champ, Loguet accepte de garder le collier, alors il se lance dans un voyage d'1 mois pour rassembler les matériaux nécessaires à la fabrication du piège, que Berge stocke dans sa poche subspatiale. Finalement, ils arrivent à Wolfnir et rampent à travers le passage secret de Loguet qui mène à son atelier. Pendant ce temps, Louise hurle à plein poumon sur les officiers pour ne pas avoir trouvé Loguet et son ravisseur depuis l'incide. Les hommes expliquent que les forgerons en général creusent de multiples trous, et que cela leur prend du temps pour tous les inspecter. De plus, selon un raisonnement logique, Berge et Loguet ont dû quitter la ville. Louise est d'accord avec leur logique, mais elle menace les gardes de les trouver dans 2 semaines, sinon elle leur coupera la tête. Terrifiés, les hommes se précipitent hors de l'atelier pour continuer leurs recherches pendant que la princesse inspecte l'atelier. Elle ramasse son arme inachevée que Loguet n'avait pas terminée, et elle la compresse en une boule tout en espérant que Loguet ne meure pas avant de lui fabriquer son arme. À cet instant, Loguet surgit d'un tunnel souterrain dans son atelier. Et malgré le masque modificateur de visage en action,
Louise conclut que c'est Loguet puisqu'il s'agit du tunnel secret de Loguet. Alors elle l'interpelle, et il lui répond par peur. En conséquence, elle conclut qu'il s'est caché parce qu'il ne voulait pas fabriquer son arme, bien que Loguet essaie de s'expliquer. La princesse à la tête dure préfère régler ça avec ses poings, alors elle l'informe qu'il fabriquera ses armes pour le reste de sa vie. Mais avant qu'il ne se mette au travail, elle lui demande de serrer les dents. Loguet se met immédiatement à crier comme une fille, alors Berge apparaît et repousse Louise, et elle se demande qui il est. Heureusement, il a son propre masque modificateur de visage, donc elle ne peut pas dire ou reconnaître qui est Berge. Il ordonne ensuite à Loguet de prendre l'équipement pendant qu'il s'occupe de la princesse. Il lui répond qu'il est le maître de Loguet, et elle devient furieuse en réalisant que c'est lui qui a kidnappé son supposé serviteur. Alors elle lui saute dessus et lui envoie une rafale de coups de poing, mais Berge part et riposte avec quelques coups. Mais pendant le combat, elle attrape son pied et l'envoie voler d'un coup puissant, pensant s'être débarrassée de lui. Alors qu'elle annonce à Loguet qu'il est le suivant, Berge apparaît immédiatement et lui saisit la tête avant de lui rendre le coup. Alors qu'il continue d'échanger des coups, Berge note que Louise était l'une des personnes les plus fortes qu'il ait affrontées avant sa régression, bien qu'elle ne soit pas une héroïne. Et à l'époque, elle était bien plus forte que dans son état actuel. Il se demande s'il devrait la tuer avant qu'elle ne devienne un monstre, mais il note ensuite qu'il utiliserait toute son énergie démoniaque et sa force pour le faire. De plus, il n'est plus aussi fort qu'avant. Et comme il n'a montré que peu de ses capacités, il pourrait se faire capturer à ce rythme, alors il devrait en finir rapidement. Après avoir été poussé aux côtés de Loguet, Berge aperçoit le fantôme de Mana, une arme énorme que Loguet avait construite pour dissimuler les traces de Mana. Voyant que Loguet n'a pas fini de le démanteler, il menace le nain et lui ordonne de terminer en moins d'une minute. Louise bondit sur eux comme un démon sorti de l'enfer. Et à cet instant, Berge effraie Loguet en lui disant qu'il l'abandonnera si nécessaire. Cela effraie le forgeron, qui redouble alors d'efforts. Puis Berge se prépare à poursuivre son combat contre la brute, notant qu'il ne sait pas combien de temps il pourra la retenir sans sa véritable force et son énergie démoniaque. Alors qu'ils s'affrontent, Louise jure de ne pas laisser Berge s'en sortir vivant, et qu'elle brisera aussi les jambes de Loguet pour qu'il ne s'échappe jamais. Berge répond qu'elle parle comme un roi démon, et lui dit d'abandonner car il emmène Loguet et l'équipement. Loguet finit par le démanteler et fait signe à Berge. Mais Louise est furieuse contre lui. Mais, malheureusement pour elle, elle laisse une ouverture, alors Berge la repousse d'un coup de pied. Il ouvre immédiatement son sous-espace, y range l'équipement, avant de s'échapper avec Loguet dans le tunnel. À ce moment-là, les gardes nains arrivent pour l'aider, mais elle les insulte pour leur lenteur avant de leur ordonner de poursuivre Loguet et Berge dans le tunnel. À sa grande surprise, le tunnel explose, et elle se demande si Loguet ne veut vraiment pas fabriquer son arme. Furieuse, elle jure de le chercher personnellement à travers tout le continent et de lui faire regretter son geste. Quand Berge retourne à la tour, il décharge l'équipement au premier étage et Gordon, qui est en train de nettoyer la tour, semble mécontent. Il demande donc à Berge ce qu'est cet énorme outil, et Berge lui répond que c'est l'équipement nécessaire pour arrêter les héros. En quelques secondes, Loguet l'assemble. Berge le fusille du regard, espérant que l'appareil en vaille la peine, alors Loguet l'allume rapidement pour prouver que le monofantôme valait le coup. Immédiatement, une lumière vive émane de l'appareil, et Berge reçoit une notification lui proposant de synchroniser l'arme avec la tour, bien que cela coûte 10 000 points. Bien qu'il ait à peine plus que la somme requise, Berge active la synchronisation, et l'appareil le reconnaît immédiatement comme son maître avant de passer du mana à l'énergie démoniaque. Berge essaie de demander à Loguet ce qui vient de se passer, mais le nain nie avec enthousiasme y être pour quelque chose et qualifie ce développement de découverte du siècle. Voyant que Loguet n'en sait rien, Berge sort du château et ordonne à Hernand d'essayer d'utiliser n'importe quel sort. Une fois l'autorisation accordée, elle crée une combinaison des éléments à très grande échelle, ce qui met en colère Gordon qui venait de finir de nettoyer le sol. Tandis que Gordon essaie d'arrêter Hernand, Berge est surpris qu'un sort d'un tel calibre, qui devrait être détecté même depuis les tours extérieures, passe inaperçu. Non seulement ça, mais il ne peut ni voir ni sentir la présence de quiconque dans la tour. Berge décide alors d'utiliser le dispositif de fantôme magique en manipulant la tour, et à sa grande surprise, il efface complètement la présence de la tour. Il annule ensuite l'effet et note qu'il a obtenu une nouvelle capacité qu'il peut utiliser pour tromper les héros, bien que cela draine son énergie démoniaque. Plus tard, en retournant au château, il voit Loguet se comporter comme un démon qui voudrait démonter le fantôme magique et la tour pour voir à quel point ils sont connectés. Il autorise donc Loguet à le faire, à la condition que ce soit juste après que l'arme ait réussi à tuer les héros. Alors que Loguet s'enflamme et prie pour la chute des héros, Berge dit à Hernand qu'elle devra affronter les héros qui monteront au 4e étage. Cela la surprend, étant donné qu'elle est une princesse, mais alors qu'il lui rappelle qu'elle est une spirit de génie qui ne veut pas retourner à son palais, Berge pense que son offre est déraisonnable, car lui demander de se battre serait trop pour une princesse. Mais Hernand le choque quand elle commence à parler de l'élément qui serait le meilleur à utiliser contre leurs adversaires. Surpris, Berge lui dit que tout ce qu'elle a à faire est de révéler aux héros quel est leur ennemi, et si les choses se passent comme elle le souhaite, il exaucera à nouveau son vœu. Hernand est immédiatement d'accord avec lui, mais à la condition qu'il la présente comme sa subordonnée et non comme une princesse. Il accepte volontiers, voyant que c'est facile à faire, ce qui la rend heureuse.
Elle pense donc à séduire les héros avec sa beauté, mais Berge lui dit de se comporter comme il le lui avait initialement demandé. Plus tard, il retourne à son siège et vérifie tous ses préparatifs pour s'assurer que tout est en ordre. Mais même avec cela, Berge note que malgré les préparatifs, il ne peut pas réduire le nombre de héros de plus de la moitié, car ils sont environ 200, ce qui signifie qu'il devra devenir plus fort. Il sort alors la jacinthe, maintenant souillée par l'énergie démoniaque, et note que les fleurs spirituelles souillées sont efficaces contre les démons, et qu'il devra en rassembler davantage. Il part donc avec la princesse à la recherche de plus de fleurs spirituelles, et après avoir passé presque toute la journée à les chercher, il n'en trouve aucune. Soudain, un groupe d'Orpul apparaît, et Berge, qui en a assez d'eux, se prépare à déchaîner l'enfer sur les monstres, mais Crutu, le chef de la tribu, le salue, s'agenouille et demande à Berge d'accepter la tribu comme sienne. Alors qu'il explique que c'est parce que leur tribu a trahi le royaume des démons, mais qu'ils sont prêts à se racheter, Berge ne se laisse pas berner par leurs belles paroles. Il dit donc qu'ils veulent simplement devenir plus forts en s'alliant à lui, car ils sont plus adaptés à l'énergie démoniaque qu'aux fleurs spirituelles. Réalisant qu'ils ont été démasqués, Crutu ordonne à ses hommes de montrer à Berge les fleurs spirituelles qu'ils ont rassemblées. Impressionné que les orques sachent non seulement parler correctement, mais soient aussi doués en négociation, Berge le leur fait remarquer, et ils lui disent qu'ils ont appris que la sagesse est une chose qu'il estime plus que la force. Sentant leur honnêteté, Berge admet qu'il les apprécie. Berge ne prend donc que Crutu comme subordonné, et il ordonne à l'orque de parcourir les champs de neige et de faire croître son clan pour lui. Il ordonne ensuite à Crutu d'attendre ses ordres, et s'il les accomplit, il le récompensera avec quelque chose de plus grand que la force. Alors que Berge reconnaît Crutu comme l'un des siens et lui accorde son insigne, l'orque se transforme en une créature plus redoutable. Crutu et le reste des orques le remercient et jurent de se dévouer à lui. Le temps passe, et non seulement les préparatifs à l'intérieur de la tour sont terminés, mais aussi ceux à l'extérieur, qui grouillent d'Orpul. Berge anticipe maintenant l'arrivée des héros, et il jure de leur faire payer l'humiliation de sa vie antérieure. Peu de temps après, Hélène et les autres arrivent aux montagnes d'Eergé, et ils se préparent à chercher le château du roi démon. Cette nuit-là, l'escadron des héros s'installe à Holton Walk, une forteresse où l'hôte prépare un banquet pour que les membres du groupe puissent se détendre avant de se lancer dans leur grande mission le lendemain. Hélène remercie le maître de la forteresse, et le vieil homme mentionne à quel point il est heureux de les accueillir, car cela lui donnera une chance d'apparaître dans les pages de l'histoire. Il invite ensuite Hélène à faire un discours à l'escadron. Il attire donc leur attention, et Hélène s'adresse à eux en les informant de ne pas baisser leur garde, car le roi démon n'a pas envoyé de monstres sur leur chemin. Et il annonce que le lendemain sera le jour où ils feront payer au roi démon l'enlèvement des Hernans. Il les galvanise, et tandis que Granada les regarde se régaler joyeusement, il note que leur nombre n'a ni augmenté ni diminué. Et c'est grâce à Hélène qu'un groupe de marchands les a rejoints et n'est pas partis, parce que Hélène les a poursuivis en justice. À ce stade, Granada s'inquiète pour la tour car, vu la taille du groupe de héros, ils ont un avantage écrasant sur la tour du roi démon. Il se demande même s'il ne devrait pas en éliminer discrètement quelques-uns pour équilibrer les chances. Mais il se ressaisit et note que si la soumission réussit, alors il sera libéré de Berge. Troublé par son rôle, Granada se décide à faire son rapport à Berge, alors il sort et informe Berge de leur progrès jusqu'à présent. Une fois que Berge apprend que le groupe est arrivé à Holton, il ordonne à Granada de ne plus le contacter après leur départ, et il l'avertit également non seulement de faire attention à la neige en grimpant les montagnes, mais aussi de ne pas baisser sa garde la nuit. Ensuite, il devra se tenir loin de la porte du château une fois que le héros l'ouvrira. Avant que Granada puisse obtenir une explication détaillée des avertissements, Hélène apparaît. Granada ment donc au héros en disant qu'il prenait simplement l'air. Hélène lui tend alors du vin de fruits avant de demander à Granada s'il a quelque chose qui le préoccupe. Granada demande s'ils peuvent vraiment vaincre le roi démon, et Hélène se moque de lui en avouant que lui non plus n'est pas sûr. Il se confie sur le fait que soumettre les rois démons a toujours été un enfer, et que ça ne cesse jamais dérouler sans accroc. Curieux, Granada interroge Hélène sur le roi démon de la luxure que Hélène avait tué plus tôt et pense que, puisqu'il a absorbé les pouvoirs de l'ancien, le nouveau roi démon devrait être une proie facile pour lui. Mais le visage de Hélène s'assombrit tandis que Granada lui demande de raconter l'histoire de sa précédente bataille contre le roi démon de la luxure. Hélène répond alors joyeusement que la raison pour laquelle il a pu tuer le roi démon est qu'il avait de braves camarades, tout comme Granada, qui se sont battus en première ligne pour s'occuper des monstres. Cette fois, Hélène demande à Granada de protéger ses arrières pendant qu'il mène l'assaut, et Granada accepte. Juste après, Hélène le fait entrer en disant à Granada que le maître de la forteresse veut entendre ses récits d'aventure. Alors qu'il entre, Hélène admet intérieurement qu'il s'est allié à de braves camarades, et il s'attend donc à ce que Granada veille sur lui pendant leur quête. Le lendemain matin, le groupe de héros part pour les montagnes, et ils sont acclamés en quittant la ville. En chemin, ils traversent une gorge de montagne, et l'un des soldats remarque que les choses progressent très bien. Ils atteindront donc le château du roi démon en un rien de temps. L'un des hommes porte la poisse à toute l'expédition en parlant en mal des monstres qui se cachent, puisqu'ils n'en ont vu aucun jusqu'à présent. Et à leur grande surprise, un filet de bave tombe d'en haut. Et quand ils lèvent les yeux, ils voient une horde de ghouls massifs sur les falaises, alors ils se mettent en formation de combat et affrontent les monstres. Soudain, un géant de givre apparaît à l'entrée de la gorge,
Alors Hélène dit aux autres de se replier. Quand Hélène examine le géant, il dit à Warton de faire sortir les autres de la gorge pendant qu'il affronte le géant de givre seul. D'un seul mouvement, il bondit sur l'énorme squelette tout en notant qu'il ne peut pas être plus fort que le roi démon de la luxure. Et alors que la créature tente de l'écraser contre le mur, Hélène atterrit sur son bras et fonce droit sur le géant. Il déchaîne alors une attaque tranchante qui l'abat, et à ce moment, il ordonne à ses hommes de quitter la gorge pendant que le géant tombe pour bloquer le chemin des ghouls. Heureusement, la plupart d'entre eux s'en sortent vivants, et tandis qu'ils reprennent leur souffle, ils notent que la tour du précédent roi démon n'était pas aussi difficile que ce à quoi ils font face. Pourtant, ils louent Hélène pour le peu de pertes subies. Et après la propagation de la rumeur sur la façon dont il a vaincu le roi démon de la luxure et absorbé ses pouvoirs, tous les hommes font confiance au héros, et Granada considère même le combat comme étant en faveur de Hélène. Au moment où les hommes pensent à reprendre leur force, ils aperçoivent un groupe d'orques non loin de là. Hélène se prépare donc à les éliminer car ils sont relativement faibles, mais Granada l'arrête alors après avoir entendu un bruit. Soudain, il comprend en se souvenant de l'avertissement de Berge concernant la neige, et il entend Crutu déclarer que le groupe n'atteindra pas la tour. Immédiatement, une avalanche se déclenche, et Granada maudit Berge car il ne sait pas comment éviter la neige qui arrive, alors il crie à tout le monde de s'enfuir. Pendant ce temps, Berge les observe avec amusement, et il jure de traquer les héros cette fois-ci. Tandis que Berge observe le groupe, il note qu'il avait prévenu Granada pour la neige, que les orques l'ont utilisé pour déclencher une avalanche. L'attaque de neige avait balayé les héros si loin dans la vallée qu'ils ont dû se regrouper pour chercher l'unité dispersée. Plus tard dans la nuit, les orques enverraient plus de ghouls et de géants du givre pour attaquer l'escadron des héros, et ce schéma d'attaque s'est poursuivi ainsi pendant 3 jours. Le 3e jour, l'effectif de l'escadron est passé de plus de 500 membres à environ la moitié de sa taille. À ce moment-là, le groupe avait eu du mal à atteindre l'un des sommets de la montagne, mais lorsqu'ils ont cherché le château du roi démon, ils ne l'ont pas trouvé. Alors Hélène a craqué et a crié de frustration. Voyant à quel point leur objectif est futile, Warton annonce au nom de ses hommes qu'il va repartir avec eux. Hélène tente de s'y opposer, mais Warton reste inflexible et rappelle aux héros que la vie de ses hommes compte. 6 jours plus tard, le groupe de plus de 200 membres en compte à peine plus de 50 en raison de la grande division, mais ils finissent par repérer le château du roi démon caché dans la vallée. Leur but en vue, ils se précipitent vers la porte du château. Et dès qu'ils l'ouvrent en s'attendant à combattre des créatures faibles, le 3e avertissement de Berge se déclenche. Immédiatement, les hommes sont décimés par une multitude de canons de Loguet, et leur nombre est réduit de 52 à 1. Ceci en considérant le fait que Granada ne fait pas partie du décompte. Choqué, Hélène traverse en titubant le 1er étage et il hurle à plein poumon, se demandant pourquoi rien de ce qui concerne le nouveau roi démon ne se déroule comme prévu. Il aperçoit alors Granada, qui a évité le barrage de canons juste à temps. Alors Hélène dit à Granada de monter à l'étage supérieur avec lui et que même s'ils ne sont que 2, ils peuvent quand même vaincre le roi démon. Il a absorbé les pouvoirs du roi démon de la luxure. Lorsqu'il arrive au 2e et 3e étage, Hélène est furieux de découvrir que l'endroit est vide, et il se demande pourquoi le roi démon n'a posté aucun monstre alors qu'il y en a une tonne à l'extérieur. Granada, de son côté, sait ce qui va suivre puisqu'il n'y a eu aucun changement aux étages supérieurs. Donc, en arrivant au 4e étage, Granada jure à voix basse. Pendant ce temps, Hélène est abasourdie en découvrant la vue pour la première fois. Quelques instants plus tard, Hernan apparaît vêtu de noir et se présente comme la spiritualiste des ténèbres, l'un des rois célestes qui protège le roi démon. À ce stade, Granada se sent humilié par son entrée et sa performance, il décide donc de se retirer discrètement. Abasourdi, Hélène demande à Hernan pourquoi elle a l'air différente, mais elle tente de lui prouver qu'il a tort, qu'elle est une autre personne, et finit par invoquer tous les éléments à très grande échelle pour le combattre. En voyant l'attaque, Hélène conclut immédiatement qu'elle n'est pas contrôlée, et il se souvient alors de tous les efforts qu'ils ont déployés pour la secourir. Mais maintenant, c'est elle qui attaque le héros venu la sauver. À ce moment-là, Hélène craque et déclare qu'il va tout détruire, mais Berge apparaît juste derrière lui sous sa forme démoniaque et lui demande s'il en est capable. Il attaque ensuite le héros avec ses flammes sombres et dit qu'il peut enfin voir le visage de Hélène. Impassible face à l'attaque, Hélène regarde devant lui et aperçoit Granada non loin de Berge, alors il se précipite immédiatement sur lui et dit à Granada d'unir leurs forces pour tuer Berge. Confus, Granada lui demande comment, mais à ce moment précis, il sent son énergie quitter son corps. Et alors qu'il tombe au sol, Hélène est complètement rechargée par le mana de Granada, et il explique à l'elfe ce qu'il voulait dire par se battre ensemble. Berge se rend compte que Hélène a utilisé un artefact pour absorber le mana de Granada. Hélène explique alors que l'artefact à son doigt, connu sous le nom de dévoreur des elfes, convertit la vitalité infinie des elfes en mana, mais l'elfe meurt peu après l'activation de l'artefact. Hélène marche sur Granada en révélant que son plan depuis le début était de l'utiliser. Et alors que Granada réalise qu'il a été trahi, Berge sourit et admet qu'il aime à quel point Hélène est ignoble et méprisable. De plus, il déclare que s'il parvient à retirer l'artefact du doigt de Hélène, alors Hélène perdra ses nouveaux pouvoirs. Mais Hélène lui dit d'essayer. Après tout, le roi démon de la luxure a échoué. Instantanément, Berge appelle Gordon, et le poignet de Hélène est aussitôt tranché. Le héros met quelques secondes à réaliser ce qui vient de se passer, et quand il le fait,
Il crie en se serrant le poignet, confus de ne pas avoir pu détecter la présence de Gordon. Pendant ce temps, Gordon, le démon de haut rang, se tient juste derrière Hélène et lui dit de se taire. Alors Hélène s'écarte instinctivement, et il a du mal à comprendre pourquoi il a failli être tué par un démon inférieur au roi démon. Malheureusement pour lui, son principal problème le retient par l'épaule et dit à Hélène qu'il n'ira nulle part. Le héros se retourne et se dit qu'il doit esquiver. Mais dès qu'il voit Berge tenant une énorme boule d'énergie démoniaque, Hélène réalise qu'il est fichu, alors il accepte son sort et regarde Berge lui dire qu'il est temps de prendre une raclée. Le roi démon lance la gigantesque boule de flamme sombre sur Hélène, ce qui provoque une énorme explosion. Une fois la fumée dissipée, Berge reprend sa forme humaine et félicite Hélène de tenir encore le coup. Il ordonne donc à Gordon d'enfermer Hélène ainsi que les autres humains assommés par l'arme de Loguet. Granada, de son côté, entrevoit le paradis, mais Berge le sauve en lui donnant une fleur spirituelle. Il se réveille et voit aussi Berge en donner une autre à Hernan avant de dire à Loguet de faire ce qu'il veut de la tour. Après avoir félicité tout le monde pour leur bon travail, Berge leur dit de reprendre la garde de leurs étages, et il s'éloigne nonchalamment. Granada le regarde avec admiration et le félicite d'avoir vaincu Hélène si facilement, mais Hernan observe Berge un instant et le soupçonne d'être fatigué. Lorsque Berge arrive au 5e étage, il s'effondre au sol et reprend son souffle, notant qu'il a failli s'évanouir juste après la bataille. Ce qui dérange Berge, c'est qu'il a tout donné contre Hélène, l'un des membres les plus faibles des 10 étoiles qui sont les héros du continent, et il n'a pas pu le tuer. C'était le résultat du fait que Berge ne pouvait pas utiliser beaucoup d'énergie démoniaque à cause du peu de points qu'il avait. Il a donc dû exécuter son plan de manière à épuiser Hélène mentalement et physiquement avant de l'énerver et de le pousser à avoir une vision étroite. Pourtant, Berge s'émerveille car il a obtenu une victoire parfaite sans avoir à dépendre des standards du roi démon. Et le fait d'y être parvenu montre que Berge peut altérer le destin et se venger des héros. Quand Wharton et ses hommes rentrent à Ultenwock, les gens organisent une conférence de presse pour savoir ce qui s'est passé, et ils sont furieux d'apprendre que le groupe des héros est revenu car ils n'ont pas vu le château du roi démon. C'est à cause des efforts, de l'espoir et de l'investissement que beaucoup de gens avaient placé dans les héros. Alors qu'on les blâme, Wharton prend la parole en leur disant que Hélène n'est pas revenue et qu'il cherche toujours la tour, donc ils devraient l'attendre. En peu de temps, la nouvelle s'est répandue sur tout le continent, et cela a irrité le roi de Hildran puisque les héros ne sont pas revenus avec sa fille. Louise, de son côté, s'est fichée éperdument, et elle était toujours à la recherche de Loguet. Peu de temps après, l'histoire a été déformée et exagérée. Et alors que les gens répandaient des rumeurs sur la mort de Hélène, le monde est tombé dans la tristesse, et l'énergie négative a augmenté les points démoniaques de Berge. Pendant cette période, Wharton est convoqué à l'assemblée héroïque. Et une fois qu'ils ont confirmé que Hélène n'est pas revenue et qu'ils n'ont aucune nouvelle sur l'emplacement de Berge, ils décident d'attendre 10 jours, en espérant que Hélène reviendra. Après tout, il fait partie des 10 étoiles. Mais si Hélène ne revient pas après cela, il prévoit de rassembler les 4728 héros du continent pour lancer un assaut à grande échelle afin d'éliminer le nouveau roi démon. Plus tard, dans les donjons du château, Berge rend visite à Hélène et voit que le héros s'est remis de la plupart de ses blessures. Alors que Berge discute nonchalamment, Hélène lui dit d'aller droit au but car cela n'a aucun sens qu'il soit épargné. Berge décide alors d'aller droit au but, et il demande à Hélène de devenir son vassal. Confus, Hélène note qu'il ne s'attendait pas à une telle offre, mais Berge laisse tomber un sac de pièces d'or et déclare combien il a dû être coûteux de venir à la tour et comment la plupart des frais sont couverts par des groupes de marchands et des nobles. Dans le cas où les héros vainquent le roi démon, leurs vies sont changées à jamais. Mais s'il échoue, ils auront une énorme dette à payer. Dans la situation de Hélène, tous les investissements reposaient sur lui. Et maintenant qu'il a échoué, Hélène se rend compte qu'il a de gros ennuis. Donc, même s'il s'échappe de la tour, il sera qualifié de héros déchu et sera taxé pour payer toutes les dettes qu'il a accumulées jusqu'à présent. Une fois que Hélène apprend que c'est Granada qui a parlé à Berge de sa situation, Hélène traite Granada de traître, et cela déclenche la colère de Granada. Il lui crie donc que c'est l'hôpital qui se moque de la charité avant de révéler qu'il a toujours été du côté de Berge. Berge se confie alors, disant que la raison pour laquelle les héros ont échoué est qu'il n'y avait pas de seigneur démon comme lui. Mais avant longtemps, les héros s'adapteront à ses tactiques, et pour cela, il aura besoin de l'un des plus puissants héros pour interférer avec leurs plans et les en empêcher. Berge dit tout cela en montrant l'orbe des Hermani, une substance utilisée pour surveiller un subordonné et qui peut aider les maîtres à savoir si ce subordonné nourrit de l'hostilité envers eux afin qu'ils puissent facilement l'éliminer. Il dit à Hélène de ne pas résister, mais Hélène explique comment son corps rejettera instantanément l'orbe une fois ingéré. Malheureusement, Granada dit à Berge qu'un tel rejet ne peut se produire que si le héros le veut. Alors Berge enfonce simplement l'orbe dans la gorge du héros, et alors que l'orbe commence à faire effet, Granada demande ce que Berge fera si Hélène meurt en rejetant l'orbe. Mais Berge l'assure que cela n'arrivera pas, car la dernière chose qu'une ordure comme Hélène choisirait de faire, c'est de se sacrifier. Immédiatement, l'orbe enregistre Hélène comme le vassal de Berge, et Hélène se maudit d'avoir choisi de rester en vie. Plus tard dans la journée, Berge discute avec Gordon, qui explique que le fait que Hélène soit un nouveau vassal le restreindra fortement en raison de la dette de 100 000 pièces d'or sur sa tête. Alors qu'il rappelle à Berge que les pièces obtenues en vendant son énergie démoniaque étaient bien trop peu par rapport à la dette de Hélène, Gordon se demande comment Berge compte réunir plus d'argent.
C'est alors qu'il voit Berge lui sourire et l'informer qu'il recevra bientôt un message concernant l'unisson des tours, un rassemblement de rois démons qui se tient une fois par an. Dans la vie passée de Berge, il n'a jamais assisté à la réunion car il la méprisait. Mais maintenant, il est convaincu que les rois démons qui ont régné plus longtemps que lui auront beaucoup d'or dans leur trésor. Une fois que Gordon voit où Berge veut en venir, il ne crie pas, ce qui est inhabituel pour lui. Et c'est parce qu'il se rend compte que Berge est en fait prometteur malgré ses méthodes méprisables, il n'a donc pas d'autre choix que de l'admettre. Ils reçoivent soudainement un message, et une fois que Berge apprend que c'est une invitation à l'unisson des tours, il dit à Gordon de le suivre car ils vont escroquer ses aînés rois démons. Berge arrive à la tour des mensonges, et lorsqu'il atteint le 13e étage, il voit tous les rois démons déjà assis et leur demande s'ils ont beaucoup de choses à dire sur lui. Dès que Draxon le voit, il l'interpelle avec colère, mais Rena, le roi démon des hivers, appelle froidement Berge le sujet de toutes les conversations. Ugar, le roi démon de l'indestructibilité, lance un regard noir à Berge en se rappelant comment celui-ci avait insulté les standards du roi démon. Enfin, Jason, le roi démon des mensonges, accueille joyeusement Berge, mais Berge les traite tous d'imbéciles, les accusant de souiller leur titre. Alors qu'il essaie de les provoquer, Ugar s'emporte contre Berge et lui crie dessus pour s'être ingéré dans leurs affaires alors qu'il n'est qu'un novice. À la réaction des Ugar, Berge peut dire que Ugar veut le tuer, alors il provoque encore plus le cyclope. Mais Jason frappe une fois dans ses mains pour les empêcher de se battre. Puis il leur dit de coopérer et de ne faire perdre de temps à personne. Surpris que Jason ait éliminé leur intention meurtrière d'un simple claquement de main, Berge se demande comment Jason a réussi son coup, et il n'est pas sûr si c'est la capacité innée de Jason ou celle des tours. Alors qu'ils retournent à leur siège, Berge est obsédé par cette capacité qu'il compare même au fantôme magique, qui est synchronisé avec sa propre tour. Il choisit donc de rester sur ses gardes. Jason commence alors la réunion en leur demandant d'exprimer leur opinion. Et comme personne ne refuse de parler, Draxon commence par demander à Berge où se trouve Hélène. Pendant ce temps, dans la salle de réception, les assistants de Draxon et Jason posent la même question à Gordon, mais Gordon leur ment en disant que Hélène n'est pas entrée dans la tour de Berge, et qu'il est probablement en train d'errer. Ils ne le croient pas au début et lui disent que Hélène aurait dû repérer leur tour de loin, mais Gordon révèle alors que Berge n'a suivi aucun conseil des standards du roi démon. Et une fois qu'ils se souviennent de la façon dont Berge a agi le jour de son couronnement, ils comprennent tous. Surpris que tous les assistants veuillent des nouvelles de Hélène, Gordon se souvient que Berge l'avait prévenu de garder le silence à propos de Hélène parce que Berge avait besoin de lui comme espion. Leur comportement confirme la théorie de Berge, et même si Gordon est impressionné par le comportement de Berge, il se plaint aux autres que Berge ait une épine dans son pied. En faisant cela, il se sent très satisfait, comme la plupart des femmes lorsqu'elles se plaignent de leur conjoint. Et à sa grande surprise, les autres assistants le comprennent, et ils se plaignent aussi de leur propre maître. Là, Gordon réalise que tout ce dont il avait besoin, c'était un soutien émotionnel. De retour dans la salle de réunion, Berge les informe que Hélène n'a pas atteint son château parce qu'il ne l'a pas érigé au sommet des montagnes. Et alors qu'il gobe son mensonge petit à petit, Jason demande à Berge si Hélène cherche toujours sa tour, car il est imprudent pour Berge de laisser sa tour sans défense et d'assister à une réunion. Car c'est de notoriété publique pour eux. De savoir qu'un roi démon qui perd sa tour connaîtra une fin terrible. Berge dit immédiatement à Jason de ne pas se mêler de ses affaires. Après tout, il a sa propre façon de défendre sa tour, et il note que Jason l'énerve. Immédiatement, Jason laisse tomber le sujet, mais Draxon lui rappelle que l'archiduc ne prendra pas ça à la légère, mais Berge l'ignore et parle grossièrement du vieux vampire. Bien qu'énervé, il passe à autre chose. Et alors qu'ils poursuivent leur discussion, Berge note que cela ne le dérange pas d'être suspect tant qu'il ne divulgue pas ses plans au roi démon. De plus, Berge n'a pas oublié la raison principale de sa venue, qui est d'obtenir 100 000 pièces d'or des rois démons. En les regardant discuter, Berge étudie Jason et note qu'il doit être haut placé dans la hiérarchie pour écouter les chefs et savoir lesquels d'entre eux sont à court de points démoniaques. En observant, Berge voit Rena, qui lui fait signe, alors ils vont sur le balcon pour discuter en privé. Là, elle lui dit qu'elle a toujours voulu lui parler et lui avoue qu'elle est d'accord avec certains de ses arguments. Surpris, Berge se demande si elle a toujours été comme ça, mais elle se justifie en lui disant qu'elle suit toujours les standards du roi démon. Mais elle sent que les rois démons et Harin ont besoin d'être flexibles. Elle l'examine et lui dit qu'il a meilleure mine que ce qu'elle pensait après l'avoir rencontré en personne, alors elle lui donne son transmetteur personnel pour qu'il puisse communiquer s'il a besoin de conseils. Mais la condition est qu'il n'insulte pas les standards juste devant elle s'il veut qu'elle coopère. Alors qu'elle retourne dans la tour, Berge lui pose des questions sur Jason, et elle lui dit qu'elle n'arrive pas à le cerner, et qu'il est meilleur que Draxon et Ugar. Avant de retourner à la tour, Berge note qu'il ne peut pas encore faire entièrement confiance à Rena, mais il la considère comme un gain inattendu. De retour à sa tour, Hernan prépare un tas de cookies, alors elle demande à Logeden goûter un. Une fois qu'il apprend que Berge lui a procuré les ingrédients qu'elle avait demandés, il décide de goûter tout en espérant la féliciter peu importe le goût, car elle n'a pas l'habitude de cuisiner, mais il est surpris quand le goût phénoménal le frappe et fait bouger son mana. Alors, quand elle lui demande ce qu'il en pense, il la félicite, et elle lui dit joyeusement qu'elle a mis des fleurs spirituelles dans la pâte. Totalement choqué,
Loguet lui demande pourquoi elle a utilisé quelque chose de si précieux, mais Ernan dit que c'est un cadeau pour qu'ils restent proches après tout. Ils se verront pendant longtemps. Elle espère ensuite que Granada et Berge apprécieront les cookies. Pendant ce temps, dans la tour des mensonges, Berge retourne à la table de réunion, et il n'y voit que Jason. Il apprend donc que les autres sont tous partis. Jason demande alors s'il aimerait prendre le thé car ils doivent parler, Berge est surpris, alors il se demande de quoi ils ont à parler. Jason révèle alors qu'il sait que Berge a besoin de l'argent des humains, ce qui choque Berge, qui demande à Jason ce qu'il veut dire par là. En entendant ces mots de Jason, Berge est complètement pris par surprise et se demande d'où une telle information a bien pu fuiter. Ne voulant pas révéler ses intentions, il demande immédiatement de quoi Jason parle, mais Jason lui dit qu'il est inutile de faire semblant, comme Draxon le lui avait dit plus tôt. Il va alors droit au but et décide d'offrir à Berge une énorme somme d'argent humain en échange de points d'énergie démoniaque. Bien que les choses se déroulent exactement comme Berge le souhaite, il ne peut se défaire du sentiment que le roi des mensonges, qui se présente comme étant de son côté, a probablement une arrière-pensée. Pourtant, il a un besoin urgent de cet argent, il n'a donc pas d'autre choix que de procéder à la transaction. Après avoir conclu la transaction, Berge retourne à son manoir avec l'argent et offre à Hélène la somme convenue. En voyant l'argent, Hélène est surpris que le roi démon ait tenu sa part du marché. Berge lui demande alors de faire de son mieux pour cacher la source des fonds. Il pense que si Jason sentait le flux d'argent et comprenait parfaitement leurs actions, alors il ne serait que des marionnettes entre ses mains. Il conclut donc que leur meilleure ligne de conduite serait d'agir aussi prudemment que possible. Tout comme Hélène, Berge avait aussi transformé le reste des humains survivants en ses chevaliers et mages noirs. Il ordonne ensuite à Hélène de les utiliser pour faire fructifier l'argent, car il les a déjà programmés pour suivre ses ordres jusqu'au bout. Hélène voit les choses d'un œil plus optimiste, considérant que lui et un bon nombre d'humains ont pu survivre. Comme la mission n'était pas un échec total, il pense qu'il pourra reprendre son travail de héros une fois qu'il aura entièrement remboursé ses dettes. Il prend alors la confiance et tend la main à Berge pour commémorer ce qu'il appelle leur partenariat commercial. À ce moment, Berge craque. Tout en infligeant une douleur immense au héros pour son arrogance, il lui explique clairement qu'ils ne sont en aucun cas partenaires et que Hélène doit connaître sa place et agir comme un véritable esclave. Il lui ordonne ensuite de partir en le congédiant. Avant que Hélène ne parte, Ernan s'approche de lui et lui remet une lettre qu'elle veut faire livrer à Helena, la 13e princesse. Contrarié, il lui demande pourquoi elle a décidé de se ranger du côté du roi démon, la blâmant de l'avoir fait humilier jusqu'à ce point. En l'entendant fulminer, elle s'excuse immédiatement, mais lui fait comprendre qu'elle n'a aucune intention de retourner au royaume. Elle mentionne un certain secret du royaume des Hildran, dont Hélène semble également être au courant, mais il avait supposé qu'il ne s'agissait que de fausses rumeurs jusqu'à présent. Confirmant que les rumeurs sont vraies, il comprend alors enfin les actions de la princesse et accepte de l'aider à livrer sa lettre. Quand Hélène et le reste des humains partent, Gordon confronte Berge et lui fait part de ses inquiétudes quant à la désobéissance du héros à ses ordres. Berge souligne alors que contrairement à la plupart des autres humains, Hélène ne possède pas la grossièreté humaine qui le rend obsédé par l'argent, mais que ce qu'il semble rechercher, c'est la popularité. Il remarque ensuite qu'avec quelqu'un d'un tel zèle sous leur contrôle, ils seraient sûrs d'atteindre leurs objectifs de la meilleure façon possible. Peu de temps après, Ernan apparaît, demandant s'il aimerait goûter ses cookies. La voyant entrer si nonchalamment, Berge réalise qu'il a été trop indulgent avec elle. Il la menace alors de la jeter dans la prison souterraine pendant un mois entier si les cookies sont mauvais. Imperturbable, Ernan lui demande de les goûter pour voir. Quand il goûte les cookies, Berge sent l'extase déferler dans son corps et manque de perdre le contrôle, mais parvient à se maîtriser. Réalisant qu'elle a mélangé des fleurs spirituelles aux ingrédients des cookies, il en conclut qu'elle essaie de lui demander une faveur, alors il l'interroge à ce sujet. Pendant ce temps, le groupe de héros de Hélène descend en toute sécurité sous l'escorte de Crutu. Après être arrivé à Holton, il part immédiatement pour le royaume des Hildran à travers un cercle magique de téléportation. Granada, de son côté, est retourné au siège de la guilde des mercenaires des Faucons Écarlates pour discipliner les déserteurs. Il punit sévèrement les hommes pour l'avoir abandonné, lui, leur capitaine, et s'être enfui comme des lâches pour sauver leur misérable vie. Pendant qu'il leur met une raclée, une jeune femme se présente au bâtiment et se nomme Kaed, une héroïne. Elle explique qu'elle n'a pas pu se joindre au voyage du héros en raison de sa situation, mais déclare qu'elle est finalement venue pour se joindre au voyage du héros. Les hommes de Granada expliquent alors que pendant son absence, c'est Kaed qui a payé leurs notes de bar. Granada la remercie d'avoir payé les notes, mais explique que le voyage du héros est déjà terminé et que Hélène a déjà quitté Holton Walk. En entendant cela, Kaed s'énerve et demande des détails sur l'échec de l'expédition. Granada accepte alors de lui raconter, mais ne révèle que ce que Berge lui a ordonné de dire. Après avoir partagé l'histoire, Kaed le remercie pour son temps et décide de laisser quelques pièces de monnaie en signe de gratitude avant de partir. Pendant qu'elle part, l'assistant avide de Granada essaie de voler l'argent que Kaed a laissé en faisant des commentaires stupides sur elle, mais il se fait prendre en un rien de temps. Quand Kaed part, Granada remarque un groupe de gardes qui l'escortent. Étrangement, bien qu'il soit en armure complète, il n'entend pas leurs pas, alors il décide de dissimuler son identité et de les suivre secrètement. Depuis sa cachette, il apprend alors qu'elle est une princesse qui veut tout abandonner dans le seul but de devenir une héroïne. À cet instant,
Il sent une lame contre son cou, venue de nulle part. Une voix retentit alors derrière lui tandis qu'un puissant garde entièrement équipé lui demande qui il est et pourquoi il espionne la princesse. Comme si ça ne suffisait pas. Le garde lui demande aussi pourquoi il utilise une magie suspecte, essayant de savoir s'il est un espion d'un autre royaume. Ne voulant pas être découvert comme un espion du roi démon, Granada réfléchit intensément à ce qu'il doit faire. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, le garde le considère comme une menace et commence à attaquer. En entendant une forte explosion, les autres chevaliers se retournent et voient Granada essayer de s'échapper, alors ils supposent que c'est un assassin et l'attaquent instantanément. Coincé, Granada note qu'il est le seul elfe à Holton Walk, ce qui signifie qu'il sera facilement identifié s'il utilise ses pouvoirs. Mais s'il ne le fait pas, il ne sait pas s'il échappera aux chevaliers sains et saufs. Les gardes avertissent leur princesse de reculer, mais elle insiste sur le fait qu'elle est une héroïne, et ensemble, ils attaquent Granada. Là, il se décide à utiliser ses pouvoirs, mais tout à coup, des flammes noires apparaissent, arrêtant ses ennemis, et il voit Beria, qui lui demande pourquoi il se relâche. Les autres aperçoivent Beria et réalisent qu'il est le roi démon, mais Granada est furieux contre lui car il pense qu'il se relâchait alors qu'il essayait de s'échapper. Les chevaliers concluent immédiatement que Beria est venu enlever leur princesse, alors ils prennent position et se préparent à donner leur vie pour la protéger. Jaspine, quant à elle, leur dit que c'est leur chance de capturer Beria, et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter pour elle. Surpris, Beria leur dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une princesse en ville, mais les hommes ne le croient pas. Alors ils lui demandent tous, y compris Granada, pourquoi il est là, et Beria leur répond qu'il fait une course par coïncidence, ce à quoi il crie de surprise. Quelques instants plus tôt, juste après avoir goûté les biscuits, Berge demande à Hernan ce qu'elle veut, et elle lui dit d'aller lui chercher de la poudre de Sénial. Il sait que la poudre est utilisée pour les contrats spirituels, inventée par un elfe nommé Sénial il y a environ 100 ans qui a fait défection au royaume humain. L'elfe fut chargé par le roi de développer un supplément qui permettrait aux humains de contracter des esprits plus facilement. Berge, d'un autre côté, ne croit pas que Hernan en ait besoin car c'est une utilisatrice très talentueuse des arts spirituels, mais elle feint l'innocence et lui dit qu'il n'y a presque pas de mana dans la tour, donc ce sera difficile pour elle sans la poudre de Sénial. Berge voit clair dans son jeu et apprend que Hernan veut contracter un nouvel esprit de haut rang. Dans sa vie antérieure, elle l'avait fait à l'âge de 27 ans, et tout le continent était en émoi en apprenant la nouvelle, car très peu de gens pouvaient réussir cet exploit. Mais maintenant, elle veut en contracter un 7 ans avant la date prévue. Elle le regarde, surprise qu'il sache ce qu'elle veut, car elle avait prévu de le surprendre. Beria, de son côté, se demande si la tour a affecté son état d'esprit au point d'accélérer ses prédictions. À long terme, cela ne le dérange pas tant que la puissance de combat de la tour augmente, alors il la remercie pour la nourriture et par chercher ce qu'elle a demandé. Actuellement, il crée des flammes noires et dit aux gardes qu'il a ses propres raisons et qu'il mettra fin rapidement à leur combat. Beria lance l'attaque, ce qui surprend la princesse Jaspine et démolit la zone autour d'eux, mais il est amusé de la voir encore debout et couverte d'une aura. Marchant devant ses hommes, elle informe Beria que les auras des héros possèdent le pouvoir de détruire les démons. C'est pourquoi les héros sont les ennemis naturels des rois démons. Elle lève son épée en criant que sa place n'est pas dans un palais étouffant mais sur le champ de bataille. D'un seul coup, elle utilise son attaque ultime, une taillade de la lune cramoisie, qu'elle note comme étant la compétence la plus difficile à maîtriser pour un épéiste. Jaspine admet qu'en raison du faible statut de son pays natal, il est normal pour elle d'être vendue comme épouse à un autre roi. Mais se souvenant que son fiancé est un vieux barbon, Jaspine choisit de s'écarter de sa vocation et d'apprendre la voie de l'épée auprès de l'armée impériale. À l'époque, elle s'est entraînée jusqu'au sang juste pour changer son titre de princesse à celui d'héroïne. Maintenant que son attaque se dirige vers Berge, elle espère le vaincre pour être officiellement reconnue comme une véritable héroïne, ce n'est qu'alors qu'elle sera libre des ordres de son père et qu'elle pourra choisir son mari elle-même. Berge, de son côté, n'esquive ni ne par sa compétence. Au lieu de cela, il brise la lame d'aura condensée envoyée vers lui, anéantissant l'espoir de Jaspine de le vaincre. Toujours aussi mesquin, Berge invoque de multiples attaques de feu depuis le ciel et s'attend à ce qu'elle ne meure pas sous ce barrage, étant donné qu'elle est une héroïne. À ce moment, la réalité la frappe, elle fait face à un monstre qui lui sourit, notant qu'elle lui sera utile de bien des manières puisqu'elle est à la fois une héroïne et une princesse. Elle transpire à grosses gouttes pendant que ses hommes lui crient de reculer, mais ils arrivent trop tard pour empêcher les barrages de les frapper tous. Quelques minutes plus tard, des gens se rassemblent après le bruit des explosions, et ils sentent l'énergie résiduelle d'un démon dans la zone. Quand ils voient les chevaliers blessés à terre, ils se précipitent pour les soigner, mais les chevaliers les informent que la princesse Jaspine a été enlevée par le roi démon. Choqués d'apprendre qu'un roi démon est venu dans leur ville, les gens en concluent que c'est Beria qui réside à Ergast. Plus tard, dans le donjon souterrain de la tour de Beria, Hernan voit Jaspine inconsciente dans une cellule, alors elle demande à Beria si c'est Kenil, mais il lui dit que c'est Kaed Jaspine, la 9e princesse impériale. Il dit ensuite à Hernan que Jaspine est blessée, et qu'elle devrait la soigner car elle restera au 4e étage pour le moment. Confuse, Hernan lui demande pourquoi il a enlevé une autre princesse, puis il lui dit qu'il l'a simplement vue en chemin, alors il l'a prise. De plus, il a besoin de faire ce genre de choses pour refaire le plein de ses points d'énergie démoniaque. Sans comprendre, elle lui demande ce qu'il veut dire,
et Berge manque de vendre la mèche avant de réaliser qu'il parle à l'une de ses otages. Il se corrige rapidement, notant qu'il va aller chercher la poudre de signal comme elle l'a ordonné. Ce faisant, il se demande si la raison pour laquelle il a failli révéler certains de ses secrets à Hernan est qu'il est devenu trop à l'aise à force de la voir. Par la suite, la nouvelle de l'enlèvement de Kaed à Holton Walk se répand sur tout le continent. Ainsi, au quartier général des héros, les héros font jurer à Hélène de confirmer qu'il n'a pas trouvé la tour de Beria pendant l'expédition. Il s'excuse auprès d'eux pour ne pas avoir réussi à localiser la tour et jure d'en assumer l'entière responsabilité, mais il laisse passer, lui rappelant que s'il réprimandait chaque héros qui échoue à une expédition, personne ne se porterait volontaire pour la suivante. Il change de sujet pour parler de Kaed qui a récemment été enlevé et informe Hélène que le royaume de Jaspin demande une expédition de héros pour récupérer leur princesse. À leur grande surprise, Hélène commence par s'excuser pour le sort de la princesse avant de dire au conseil des héros qu'il n'a pas pu trouver la tour du roi démon. Donc, lancer une expédition n'est pas une bonne idée, et le mieux est de lancer une petite équipe de reconnaissance. Après qu'ils auront trouvé le château, ils pourront alors préparer une équipe de soumission. Il les convainc que Beria n'a pas confiance en son pouvoir, c'est pourquoi il choisit de se cacher, et ils sont tous d'accord car il est très illogique pour les rois démons d'aller à l'encontre de leur code. Après avoir entendu les opinions de tous les héros qui sont d'accord avec Hélène, le chef du conseil reporte l'expédition de soumission. Juste après la réunion, Hélène pousse un soupir de soulagement et se demande intérieurement s'il fait ce que Beria veut en utilisant son autorité de héros pour bloquer l'expédition. Il note ensuite qu'il a fait gagner du temps à Beria et que celui-ci devrait s'occuper du reste. Plus tard, Gordon informe Beria du rapport de Hélène, et Beria réalise que c'est grâce au fait d'avoir fait de Hélène son vassal qu'ils peuvent empêcher un si gros problème de survenir. Il regarde ses ressources et note qu'elles peuvent l'aider à retarder l'expédition. De plus, l'enlèvement de Kaed l'a aidé à accumuler des points d'énergie démoniaque. Donc s'il utilise l'orbe déarrumant sur elle, il peut l'ajouter à ses atouts de combat. Avec Loguet modifiant le premier étage pour un meilleur système d'attaque et de défense et Crutu étendant davantage son influence, une fois que Hernan pourra contracter avec succès un esprit de haut rang, la défense de la tour sera complète. Ce n'est qu'alors que les héros craindront cet endroit et refuseront de se lancer dans des expéditions, et ce sera le moment pour Beria de commencer sa véritable vengeance contre eux. Pour que ses plans se réalisent, il se rend à la cité de l'ingénierie magique, un endroit regorgeant de mages et de héros, un lieu appelé Amur pour obtenir la poudre de signal. Se tenant juste à la périphérie, il espère ne pas se faire prendre car la difficulté de l'endroit est trop élevée. Dans la capitale du royaume magique, Beria se rend au paradis de Jetson, à la périphérie des Amur. Là, le propriétaire du magasin apprend par le journal comment Jaspin, la 9e princesse, a été enlevée juste après la fin de l'expédition des héros. Non seulement cela, mais la nouvelle que Loguet, le héros nain, est traqué, ne lui échappe pas. Soudain, sa porte s'ouvre brusquement et Beria entre, demandant de la poudre de signal. Le commerçant sourit, disant qu'il en a. Mais Berge méprise la boutique, notant que comme le royaume des Hakans est un endroit où se rassemblent des héros, mages et alchimistes de tout le continent, il ne voudrait pas aller dans des magasins célèbres car il pourrait tomber sur des héros ou des mages qui pourraient découvrir son identité même s'il la cachait. Pour cette raison, il a choisi une boutique délabrée non loin de la ville. Actuellement, le commerçant dit à Beria qu'il a de la chance et propose de vendre une bouteille de la poudre pour une pièce d'or. Il montre la bouteille à Beria, mais Beria lui dit de la fermer et rétorque que le prix est assez élevé. De plus, la poudre de signal qu'il connaît est verte, donc celle, violette, qu'on lui vend actuellement lui semble étrange. Malgré les anomalies, le commerçant dit à Beria de ne pas s'inquiéter car la poudre de signal violette est la dernière variante fabriquée en secret qui n'a pas encore atteint le marché principal. L'homme baratine Beria pour qu'il l'achète, insistant sur le fait que l'article est rare. Pendant ce temps, il veut juste arnaquer Beria, croyant qu'il doit avoir une raison de ne pas aller dans les magasins célèbres de la capitale. Berge voit clair dans son jeu concernant l'extorsion et se demande même s'il devrait tuer le propriétaire du magasin. Mais juste à ce moment, la porte s'ouvre brusquement, et ce ne sont autres que Louise, la princesse folle, et le chef des gardes nains qui apparaissent. Choqué, Berge les regarde et réalise qui ils sont, et qu'ils sont à la recherche de Loguet. Pendant qu'il demande au commerçant s'il a déjà croisé le héros nain, Beria espère que Louise ne le reconnaîtra pas, car il a utilisé un objet magique pour protéger son identité lors de leur affrontement. Le commerçant leur dit alors qu'il ne peut pas les aider à moins qu'ils n'achètent quelque chose chez lui. Cela met immédiatement Louise en colère, alors elle fonce droit sur lui avec sa lame et l'avertit de rester à sa place pour avoir essayé de lui extorquer de l'argent. Pourtant, le commerçant ne recule pas et lui dit que le meurtre est interdit dans la capitale. Et si elle veut le menacer, elle devrait au moins acheter quelque chose. Bien que sa vie soit en jeu, il ne recule pas, mais leur dit ensuite que s'il achète quoi que ce soit chez lui, alors il acceptera la punition. Surprise par son courage, Louise se moque de lui et le traite de type intéressant. Elle lui demande de lui montrer ce qu'il a, et il leur montre le même article qu'il a essayé de vendre à Beria. Mais cette fois-ci, il l'appelle Archipoudre, disant que c'est très utile pour les maîtres nains. Là, Berge réalise que l'homme est un escroc fini, et il le regarde vendre l'article pour 3 pièces d'or. Louise, qui ne sait pas marchander, paie, ce qui fait jubiler intérieurement le commerçant. Juste après, elle lui demande s'il a vu Loguet,
mais l'homme lui dit que c'est la première fois qu'il entend ce nom. Il lui ment ensuite en lui disant de se rendre à un endroit qu'il dit célèbre pour ses forgerons afin qu'elle puisse rencontrer quelqu'un qui connaîtra probablement Loguet. Sur ce, ils partent, notant que le commerçant a agi de manière honteuse. Après le départ des nains, Berge félicite le commerçant pour son audace, et l'homme dit qu'il devait essayer car Louise avait l'air d'une noble. Le commerçant des Hacan tente alors sa chance avec Berge en lui demandant 10 pièces d'or pour lui révéler un secret. Beria, qui a vu clair dans son jeu, félicite le commerçant, puis il dit à l'homme de se rendre à la guilde des marchands de la Lune d'Or et de leur dire qu'il a été envoyé par la montagne pour qu'il l'accepte. Surpris, le commerçant se demande pourquoi il devrait y aller, puis refuse, disant que l'endroit est en faillite et qu'il ne s'en sortira pas là-bas. Beria révèle alors que l'homme vient d'arnaquer Louise, la princesse naine folle. Stupéfait, le propriétaire du magasin lâche la bouteille de poudre, la brisant au passage. Il bégaye alors en demandant à Beria ce qu'il veut. Beria répète l'offre et promet de le payer 1 pièce d'or par mois, sinon il rappellera Louise. En conséquence, le commerçant le supplie immédiatement avant de se disputer avec Beria, pensant que Beria essaie de l'arnaquer. Pour lui, comme il était impossible que la naine avec qui il venait de faire affaire soit Louise, car elle ne devrait pas venir jusqu'aux confins, il met Berge au défi de ramener Louise. Comme on le lui a demandé, Berge sort de la boutique, et quelques instants plus tard, Louise entre en trombe, l'air très en colère, et l'homme réalise qu'il est condamné. Il se fait démolir, et après un moment, Berge émerge avec la poudre sénile qu'il a toujours voulu. Cette fois-ci, elle est verte, comme il s'en souvenait. Il remarque alors Louise, qui est surprise de le voir, et elle le remercie de l'avoir aidé à récupérer son argent. Curieux, il lui demande ce qu'elle a fait au marchand, alors Louise lui dit que le marchand a été sauvé grâce à la loi. Sinon, elle lui aurait arraché le cœur. Berge voit qu'elle est toujours aussi excentrique, et en l'entendant mentionner le cœur, il se souvient de quelque chose d'important. Il lui demande donc de confirmer qu'elle cherche Loguet. Une fois qu'il voit sa réaction à ce sujet, il leur montre le collier de Loguet, disant qu'il a trouvé Loguet par hasard il y a 2 mois dans une forêt tropicale à Ormu. À l'époque, Berge lui a partagé quelques provisions car Loguet était affamé, et Loguet lui a donné son collier en remerciement, à la fois agacée et heureuse d'avoir obtenu un indice. Louise remercie Berge, notant qu'elle lui est redevable une fois de plus. Elle aimerait pouvoir accueillir Berge dans son palais avec des boissons pendant des jours, mais elle doit attraper le garde avant qu'il ne s'échappe, alors elle tend à Berge son emblème royal qui peut être échangé contre le meilleur équipement du royaume. Il prend l'emblème et la regarde partir en trombe avec le garde royal qui apprend que Louise veut demander des renforts au souverain nain pour capturer Logar. Après son départ, Berge se souvient du cœur que Louise a mentionné et note qu'il avait oublié de prendre note de quelque chose parce qu'il se concentrait sur le fait d'éviter la voix d'un démon typique. Il note qu'à peu près à cette époque dans sa vie antérieure, Draxon avait trouvé et absorbé le cœur d'une certaine bête mystique et avait acquis une puissance écrasante, et c'était la seule chose que Berge désirait vraiment, car il savait que l'interférence dimensionnelle l'affectait grandement. C'est pourquoi s'il combat Louise qui est lourdement équipé d'un matériel de haut niveau, il la battra à peine. Maintenant, pour se venger des héros et survivre dans la dimension actuelle, Berge doit faire une chose, augmenter sa propre puissance.